Nous allons voir ensemble les urgences chirurgicales du nouveau-né. On entend par urgence chirurgicale du nouveau-né l'ensemble des anomalies congénitales qui vont mettre en jeu le pronostic vital du nouveau-né, et ce, soit dans les premières heures de vie, voire les premiers jours de vie. Souvent, le diagnostic est vite suspecté en salle de travail lors de l'examen du nouveau-né. Mais depuis l'avènement du morphogramme fœtal, plus de 30% de ces situations, voire 80% dans les pays développés, sont évitées, ce qui a largement permis d'anticiper la prise en charge et d'améliorer le diagnostic. Sur le plan clinique, il existe 4 grands tableaux qui vont faire suspecter une urgence chirurgicale néonatale. Le premier étant la détresse respiratoire. On a un tableau d'occlusion néonatale ou des urgences urogénitales ou en dernier, des urgences pariétales. Pour le premier groupe, il regroupe l'atrésie de l'œsophage et la hernie diaphragmatique. Ces deux anomalies constituent des urgences chirurgicales néonatales d'origine médiastinale. Le premier groupe que nous allons voir, c'est donc détresse respiratoire d'origine médiastinale. La première étiologie est l'atrésie de l'œsophage. Elle constitue une interruption de la continuité œsophagienne avec ou non fistule trachéo-œsophagienne. C'est une urgence qui est assez fréquente puisqu'on la retrouve dans un cas pour 3000 naissances. Plusieurs classifications ont été apportées. Celle que nous retenons est la classification de Lade. Elle regroupe 4 types. Le premier type constitue une discontinuité sans aucune communication aérodigestive. Le type 2, on note une interruption avec une communication qui va être plutôt située dans le cul-de-sac supérieur. Le type 3 et le type 4 constituent des variantes d'une interruption de la continuité œsophagienne, mais avec une fistule qui sera au niveau du cul-de-sac inférieur, tout en sachant que le type 3 est le type le plus fréquent. Le type 4, comme vous le voyez bien sur le schéma, constitue une discontinuité œsotrachéale, mais il existe 2 types de fistules qui peuvent associer 2 fistules, la supérieure et l'inférieure. Pour ce qui est du diagnostic de ces atrésies de l'œsophage, il faut savoir qu'il peut être diagnostiqué souvent après la naissance, suspecté devant l'existence d'une hypersalivation, une toux par inhalation ou lors de l'alimentation avec des régurgitations de lait ou des fausses routes avec inhalation. Une fois qu'on a ces symptômes respiratoires, nous sommes vite amenés à pratiquer ce qu'on appelle une épreuve à la sonde qui va être couplée à une radiographie thoraco-abdominale de face. Et elle va nous permettre ainsi de vérifier l'existence ou non d'une aération abdominale. Alors, comme le montre cette radiographie, on voit bien sur le schéma une sonde radio-opaque qui va venir s'enrouler et délimiter ainsi le cul-de-sac supérieur. L'analyse de l'aération abdominale va nous permettre de voir, comme le montrent ces 2 ASP, sur l'ASP de droite, on a le type 1. On voit bien qu'il y a un cul-de-sac qui vient buter, une sonde nasogastrique qui vient buter dans le cul-de-sac supérieur. Par contre, l'aération abdominale est complètement absente. Donc, on voit bien qu'il n'y a aucune aération. Et ça nous explique qu'il n'y a pas de fistule œsotrachéale. Donc, nous sommes en présence d'un type 1. À l'opposé, on a la radiographie thoraco-abdominale du type 3 qui, elle, vient montrer l'enroulement de la sonde nasogastrique dans le cul-de-sac supérieur. Mais par contre, il existe bel et bien une aération au niveau abdominal, ce qui suggère l'existence d'une fistule œsotrachéale. Ce syndrome est très souvent associé à des malformations cardiovasculaires, anorectales. Nous citerons le syndrome de Vactrel qui mérite d'être connu, qui associe des anomalies vertébrales, des anomalies de l'anus, du cœur, voire des reins et du squelette. En dehors des malformations associées, il existe de réels syndromes dans lesquels l'atrésie œsophage fait partie. Il s'agit du syndrome de charge qui va associer un colobome, des anomalies du cœur, une atrésie des couanes, des anomalies urogénitales, voire des anomalies auriculaires. Donc, ceci suggère
un intérêt d'un bilan malformatif qui va comprendre une échographie cardiaque, abdominale, radiographie du squelette, voire même un cariotype. Il faut savoir que dans les atrésies de l'œsophage, l'endoscopie ORL préopératoire est hautement recommandée. Elle nous permettra également de rechercher une fistule du cul-de-sac supérieur et de localiser cette fistule afin de positionner la trachéotomie. Dans cette prise en charge, il faut savoir qu'il va vite y avoir un transfert en réanimation néonatale afin d'assurer cette préparation préopératoire du mieux que possible. Alors, il faut positionner l'enfant en demi-assis ou en position proclive. L'arrêt de la voie orale est évident et on mettra vite en route une nutrition parentérale. Le cul-de-sac supérieur sera aspiré en continuité pour éviter justement cette inhalation en cas de fistule œsotrachéale et d'éviter l'hypersalivation, tout en surveillant la tolérance de la fistule et prendre en charge toute pathologie associée. La chirurgie en général consiste en la fermeture de la fistule lorsqu'elle existe et le rétablissement de la continuité lorsque ceci est possible quand les cul-de-sac ne sont pas très éloignés. Des œsophagoplasties sont souvent utilisées dans ces cas-là. Ces atrésies de l'œsophage ne sont pas indemnes de toute morbidité à court et à long terme. Souvent, on y associe un RGO, des sténoses œsophagiennes, voire une trachéomalacie. Pour ce qui est de la deuxième étiologie de ces tableaux de détresse respiratoire, on va voir ensemble la hernie diaphragmatique. Alors, cette hernie diaphragmatique constitue une anomalie de l'organogénèse du diaphragme. Dans 9 cas sur 10, le défect est postérolatéral gauche et constitue ce qu'on appelle la fameuse hernie de Bogdalek. Il existe des formes droites avec de réelles hernies du foie qui ont un pronostic très réservé car elles sont responsables d'une hypoplasie sévère des poumons. Ces hernies diaphragmatiques vont être associées, comme le reste, à des malformations dans 25% des cas et peuvent être syndromiques dans 5% des cas, d'où toujours l'intérêt de ce bilan malformatif, voire de la réalisation du cariotype. Pour ce qui est des circonstances de diagnostic, le diagnostic anténatal est possible lors du deuxième trimestre, mais c'est surtout en salle de travail où nous allons avoir un nouveau-né avec un état de mort apparente ou des tableaux de détresse respiratoire très sévères qui vont vite alerter l'attention du néonatologue. Elles peuvent être également déclenchées par l'alimentation ou changement de position dans les formes un peu moins sévères. On va retrouver un nouveau-né qui va avoir un thorax très globuleux, qui va contraster avec un abdomen creux, comme le montre l'image au-dessus. On voit bien ce thorax globuleux et ce ventre plat, voire creux. Il y a à l'auscultation une déviation nette des bruits du cœur, une diminution du murmure vésiculaire qui va être notée du côté hernier et on peut même ausculter des bruits hydroaériques. Lorsqu'on met en place une radiographie au lit du malade le plus tôt possible, avec bien sûr une sonde nasogastrique, on va vite remarquer qu'il y a sur cette radiographie thoraco-abdominale des clartés qui vont être au niveau thoracique, ce qui est complètement anormal. Parfois même, on a le niveau de la sonde nasogastrique qui va venir situer l'estomac à l'intérieur du thorax, comme le montrent ces radios ASP. Alors, sur la radio ASP, on voit bien cette sonde nasogastrique qui vient limiter l'estomac. Les clartés au niveau parenchymateux droit, on les voit bien. Par contre, le cœur est complètement refoulé vers la droite, ce qui est hautement suggestif de cette hernie diaphragmatique. Les deux autres ASP sont très clairs avec ces vraiment clartés digestives qui sont là, qui prennent toute la place du poumon et qui sont très suggestifs justement des hypoplasies pulmonaires associées à ces tableaux de hernie diaphragmatique. Comme dans toutes les autres urgences chirurgicales, évidemment, le transfert en réanimation doit se faire rapidement. La stabilisation du nouveau-né est obligatoire pour justement le préparer à cette chirurgie. L'intubation trachéale est vite faite et on entame en parallèle la nutrition parentérale. Il faut savoir que dans les hernies diaphragmatiques, la ventilation au masque est complètement contre-indiquée du fait du risque de la distension, voire de la perforation gastrique en cas de pression de ventilation qui vont être très élevées. La chirurgie est souvent consiste en une réduction douce des viscères qui sont herniés et la fermeture de l'orifice diaphragmatique.
Donc, pour ce qui est du pronostic, on a bien compris, lorsqu'il s'agit des hernies droites qui sont rares, heureusement, le pronostic est très réservé parce que l'hypoplasie pulmonaire, justement, va conditionner tout ce devenir à court terme et à moyen terme. Les autres causes de détresse respiratoire, comme nous l'avons dit au début du cours, sont représentées par les causes pulmonaires. Elles ne feront pas l'objet de ce cours, mais nous pouvons juste citer l'emphysème lobaire géant, les kystes bronchogéniques et les autres kystes possibles du poumon. Le deuxième groupe de malformations que nous allons aborder, il s'agit des malformations intestinales de caractère obstructif. Elles représentent donc ce deuxième groupe, c'est le groupe des occlusions néonatales. Ces anomalies sont rapidement suspectées en anténatal par l'existence d'un hydraméniose, il faut le savoir. Donc, l'hydraméniose, c'est vraiment très suggestif de toutes les occlusions intestinales. Par contre, à la naissance, ce tableau va vite se compléter par des vomissements alimentaires ou bilieux. Souvent, l'existence d'une distension abdominale ou d'un ventre plat va vite nous orienter vers soit un obstacle haut, si le ventre est creux, ou alors un obstacle bas, s'il existe un météorisme abdominal. L'absence d'émission du méconium est très suggestive. Devant ce tableau, il est évident qu'une réalisation de la radiographie de l'abdomen s'impose et selon la disposition de ces clartés digestives, qu'elles soient plus hautes que larges ou plus larges que hautes, nous allons vite être orientés vers des signes d'occlusion haute ou des signes d'occlusion basse. Les étiologies vont être citées en fonction du siège. Donc, il faut savoir que les occlusions hautes vont regrouper les atrésies ou les sténoses duodénales, le volvulus sur rotation du grêle. Toutes les autres constituent des occlusions basses, donc de l'atrésie du grêle jusqu'à la maladie de Hirschsprung. Nous citerons les entérocolites, les imperforations anales. Donc, quelques-unes de ces étiologies vont être détaillées dans notre cours. On va commencer par les occlusions duodénales. Ces occlusions duodénales constituent une interruption qui va être complète ou non de la continuité duodénale. Il faut savoir que souvent, il s'agit des occlusions du deuxième duodénum, donc sous-vatérien. Elles sont plus fréquentes, d'où l'existence des vomissements bilieux. Le diagnostic, comme nous l'avons dit, peut être suspecté en antélatal lorsque l'échographiste fétaliste va retrouver l'image en double bulle. Les atrésies duodénales sont très corrélées à l'existence d'une trisomie 21 et à l'association à des malformations cardiaques dans 30% des cas. Souvent, dans les pays développés, le cariotype est demandé systématiquement. Sur le plan, on va dire, physiopathologique, il existe deux types d'obstacles, soit un obstacle complet, il est souvent représenté par l'atrésie duodénale. Donc, comme le montre bien cette image, il y a une interruption totale de la continuité duodénale, ou alors nous sommes en présence des obstacles incomplets qui sont représentés par les sténoses, où on a une réduction de la lumière, comme le montre cette image, ou alors une interruption qui va être d'origine extrinsèque, c'est-à-dire que la lumière va être réduite de manière extrinsèque par l'existence d'un pancréas annulaire. Sur le plan clinique, comme nous l'avons dit un peu plus haut, le tableau est dominé par un tableau d'occlusion haute. On a des vomissements bilieux parce que souvent l'obstacle est sous-vatérien. L'abdomen va être plat. Et quand on réalise un ASP, il faut savoir qu'il y a une image caractéristique. Il s'agit de l'image en double bulle, on dit en double estomac, qui vont être, comme le montre cet ASP, une image très caractéristique de l'estomac en lui-même, c'est la clarté de l'estomac qu'on reconnaît tous, la poche à air gastrique, et il y a une autre portion proximale du duodénum, donc qui va représenter la deuxième bulle. Pour ce qui est du traitement, ces enfants étant sujets à des vomissements incoercibles, donc il existe des troubles hydroélectrolytiques, donc l'équilibre de ces troubles, la réhydratation doit vite être faite et le rétablissement de la continuité et le deuxième temps chirurgical qui sera programmé pour chez patients. La deuxième étiologie pour ce qui est des occlusions néonatales, toujours hautes, nous citerons le volvulus du grêle sur mésentère commun. Il s'agit d'une étiologie heureusement rare, mais qui est vraiment l'urgence chirurgicale diagnostique et thérapeutique, car elle va associer des signes d'occlusion haute, mais surtout des signes généraux, avec une hypotonie, un teint grisâtre. Lorsque le diagnostic devient tardif, des rectorragies et mélanina tardifs s'y associent, mais surtout, un choc va vite s'installer, faisant vite craindre justement
le diagnostic de volvulus. L'ASP, lorsqu'il peut être réalisé dans les plus brefs délais, va objectiver, comme le montre cet ASP, une grisaille diffuse avec une distension abdominale. Il n'y a aucune aération, donc c'est hautement évocateur du volvulus. Ces images montrent un volvulus en préopératoire, donc nous avons bien cet aspect enroulé des intestins autour d'un axe et on le voit bien après détorsion du volvulus, on essaye de remettre les segments en place. Donc c'est une urgence chirurgicale et elle représente un tableau d'occlusion haute. Deuxième groupe des occlusions intestinales néonatales, mais d'origine basse. En tête de liste, on parlera de l'atrésie du grêle. Elle représente une naissance pour 15 000. Souvent, c'est le jéjunum qui va être atteint. Les symptômes surviennent au bout de 24 heures de vie. Il y a ce retard d'émission du méconium. Dans les formes les plus sévères, on parle du apple peel syndrome, d'accord, où justement on a vraiment cet aspect enroulé du jéjunum et la résection chirurgicale va tendre à être le plus économe possible parce qu'il y a un gros risque de ce qu'on appelle syndrome du grêle court. Comme le montre l'ASP qui est représenté sur cette slide, nous voyons bien des niveaux hydroaériques qui vont être beaucoup plus larges que hauts, qui sont très suggestifs d'une atrésie du grêle. Deuxième étiologie dans ce groupe d'occlusion basse, c'est la maladie de Hirschsprung. Cette maladie de Hirschsprung, il s'agit d'une anomalie d'innervation du tube digestif avec une aganglionose au sein du plexus mésentérique de l'intestin. Elle siège dans 2/3 des cas au niveau recto-sigmoïdien. Elle peut s'étendre aux autres parties, donc au côlon, voire à l'intestin grêle, faisant tout le pronostic de cette maladie. Le plus souvent, elle se révèle lors des premiers jours. Le diagnostic est évoqué devant un retard d'élimination du méconium qui va être très tardif, donc au-delà des premières 24 heures de vie, voire plus que 36 heures de vie, avec un ballonnement abdominal donc, qui va nous orienter vers un tableau d'occlusion basse et s'y associent des vomissements bilieux qui vont donc, apparaître à partir du deuxième jour. La montée d'une sonde rectale va permettre une évacuation explosive, on dit avec débâcle de sel et de gaz. Et cette montée de sonde va donc nous permettre de suspecter le diagnostic et il va être confirmé par la biopsie de la sous-mucose rectale qui va objectiver sur le plan histo-anatomopathologique la ganglionose et l'hyperplasie schwannienne. La manométrie rectale, il faut le savoir, elle n'a aucun intérêt chez le nouveau-né. L'ASP va montrer un tableau d'occlusion colique avec d'absence d'aération rectale. Le lavement baryté, lui, a une spécificité parce que justement, il va montrer une disparité de calibre entre le rectum non distendu et le côlon dilaté fonctionnel. Pour ce qui est du traitement chirurgical, il va consister en une exérèse du côlon qui va être non fonctionnelle et l'abaissement jusqu'à l'anus du côlon fonctionnel. C'est une urgence chirurgicale qui est différée. Le rétablissement de la continuité peut se faire en 2 temps. Donc, comme le montrent ces ASP, on voit bien l'absence d'aération rectale, mais l'existence de plusieurs niveaux coliques qui vont être, dans ce cas-là, plus haut que large, donc très subjectif d'une atrésie colique. Quand on regarde des images du lavement aux hydrosolubles, parce que justement, il faut savoir que ce n'est pas un lavement baryté, mais c'est un lavement aux hydrosolubles parce qu'il y a un risque de péritonite. Justement, on voit bien ce côlon qui est très distendu, comme on le voit ici, et qui est justement en contraste avec un rectum pratiquement absent, tout petit, qui est non distendu. Donc ça, c'est hautement évocateur d'une maladie de Hirschsprung. On passe à une autre étiologie. Il s'agit des imperforations anales. Elles représentent une naissance pour 5 000. C'est l'absence d'un orifice anal perméable au périnée. Il existe plusieurs formes et ces formes peuvent être associées à des fistules recto justement urinaires. Elles sont plus fréquentes chez le garçon. Il faut savoir que lorsqu'on fait un examen en salle de naissance, c'est un examen complet du périnée qu'il faut faire. Si l'enfant est de sexe masculin, il n'existe pas d'anus, ou alors on a l'impression qu'il existe un anus, mais à ce moment-là, le cathétérisme ou la sonde rectale va montrer qu'il y a une impossibilité de faire avancer cette sonde rectale.
Ou alors, si c'est une fille, dans les formes basses qui sont les plus fréquentes, on a un anus qui est vestibulaire ou antérieur. Lorsqu'il existe un seul orifice visible, c'est la forme la plus sévère, la plus complexe. Chez la fille, elle est appelée malformation anorectale de type cloque. L'imperforation anale est associée dans 30 à 50% des cas à des autres malformations. Donc, comme nous l'avons vu depuis le début de ce cours, le bilan malformatif est obligatoire à la recherche de ces malformations. La cure chirurgicale consiste en une proctoplastie lorsque les formes sont basses et une colostomie provisoire pour traiter les occlusions, puis réparation de la malformation vers l'âge de 3 mois. Il faut s'agir que le pronostic à court et à moyen terme est surtout dominé après par les problèmes d'oncoprésie et les problèmes de défécation à un âge plus avancé. Parmi donc les étiologies toujours des occlusions néonatales, nous citerons l'entérocolite ulcéro-nécrosante. Cette entité est une entité acquise, contrairement aux autres que nous avons voir qui sont congénitales. Donc, elle représente une complication qui se voit chez le prématuré. Elle est d'origine vasculaire et infectieuse. C'est une nécrose de la muqueuse intestinale qui peut s'étendre aux autres couches de la muqueuse intestinale, souvent de siège grélique distal, pouvant justement s'étendre au sécum, voire au côlon. Cliniquement, nous avons le tableau de ballonnement abdominal. Ici associe des rectorragies, un tableau rapide de sepsis qui vient compléter le tableau. Sur l'ASP, on a des images de pneumatose caractéristiques, comme nous allons le voir après. Le traitement est d'abord médical. Il faut savoir que c'est une urgence thérapeutique parce qu'il faut d'emblée commencer une triple antibiothérapie à large spectre, mettre au repos le tube digestif et ensuite la chirurgie n'est indiquée que lorsqu'il existe un pneumopéritoine ou un choc qui va s'installer qui ne peut pas être jugulé par les mesures de réanimation néonatale. Donc cette urgence chirurgicale, je le répète, est propre au prématuré. C'est vraiment une entité qu'il faut justement guetter lors de la surveillance des prématurés en néonatologie. Comme le montrent ces images, nous allons voir dans l'image droite de haut cet abdomen qui est très distendu. On voit bien presque les anses intestinales qui se dessinent avec cette peau qui est fine, très luisante. Sur l'ASP, on voit bien cet aspect de dilatation avec la pneumatose qui vient dessiner, donc l'air qui vient dessiner les sous-muqueuses. Dans cet aspect péropératoire, on voit bien le contraste de couleur entre la région, la portion qui a été nécrosée et le côlon intestin qui est dilaté mais encore sain. Donc voilà encore d'autres images pour montrer justement cette distension abdominale qui est très impressionnante en néonatologie, donc à bien retenir, et ces aspects de pneumatose au niveau des ASP, avec toujours cette absence d'aération rectale qui est assez constante. Nous citerons parmi les autres étiologies des occlusions basses le tableau des péritonites néonatales. Ce qui les caractérise, ce sont des syndromes occlusifs, comme nous l'avons dit, qui associent la distension abdominale, les vomissements bilieux, l'arrêt des matières, donc le retard d'émission du méconium, mais surtout, s'y associe un œdème pariétal avec, on va avoir des abdomens qui sont silencieux, donc sans respiration abdominale, et très vite, un épanchement intrapéritonéal liquidien ou aérique vient compléter le tableau. Nous avons sur les ASP des images de pneumopéritoine assez impressionnants qui viennent ici entourer l'ensemble des anses intestinales et avec un tableau d'acide qui vient compléter le diagnostic, d'où la gravité de ces péritonites néonatales. Il faut s'agir qu'elles peuvent être souvent secondaires à des ileus méconiales, des performations intestinales ou être primitives. Nous avons fini avec le groupe des occlusions abdominales. Il faut savoir qu'il y a un autre groupe, comme nous l'avons dit, qui sont les urgences urogénitales. Heureusement, elles sont rares. Elles constituent une naissance sur 25 000. Nous citerons uniquement les étiologies, sont les détaillées dans ce cours. Il s'agit des extrophies vésicales, des valves de l'urètre postérieure caractéristiques du garçon. Les torsions du cordon spermatique et les kystes ovariens compliqués existent chez le nouveau-né, d'où l'intérêt d'examiner les organes génitaux externes. Et il faut savoir qu'il existe une entité néonatale de la petite fille, du nouveau-né fille, qui est l'hydrocolpose, qui est l'imperforation hyménéale. Donc, intérêt de examiner les organes génitaux chez tout nouveau-né en salle de travail. Nous
Passons au dernier groupe de ces urgences chirurgicales néonatales qui va se révéler par ce qu'on appelle les urgences pariétales. Alors, ces urgences pariétales sont représentées ou représentent l'ensemble des malformations de la paroi ventrale. Le diagnostic anténatal est très vite fait. On le fait très bien chez nous et il s'agit de l'échographie du premier trimestre qui va vite le faire suspecter. Deux grandes entités sont individualisées. On parle de l'emphalocèle et du laparoschisis. Pour ce qui est de l'emphalocèle, c'est un défaut de fermeture de la paroi ventrale. Il survient avec d'autres malformations qui peuvent être associées et il est fréquent dans certains syndromes, comme dans le Prune-Belly. Par contre, le laparoschisis, lui, n'est pas une anomalie de l'organogénèse comme l'emphalocèle, mais plutôt un défaut de croissance pariétale qui va être d'origine vasculaire. Donc, une mauvaise irrigation de cette paroi ventrale va faire qu'il va y avoir un défaut de croissance. Pour cela, il n'y a pas de malformation associée avec le laparoschisis. Sur le plan anatomique, il faut les différencier. L'emphalocèle est une large hernie qui va être centrée par le cordon ombilical où les viscères vont être extériorisés, mais elles vont être protégées par le sac péritonéal, comme le montre très bien la photo. Donc, on voit bien le sac qui englobe et entoure toutes les viscères. Par contre, le laparoschisis est une éviscération intestinale congénitale à travers un orifice, comme nous l'avons expliqué. Et pour cela, les organes ne vont pas être recouverts de péritoine. Pour les deux cas, le traitement chirurgical consiste à une réintégration des viscères herniés et fermeture pariétale. Donc, nous avons vu toutes ces urgences chirurgicales néonatales. On a bien vu que les tableaux soient de révélation respiratoire, abdominale ou pariétale. Leur diagnostic repose toujours sur une anamnèse et un examen clinique minutieux parce que justement, ils vont guider le choix des examens complémentaires et comme nous avons vu que c'est un caractère urgent, justement, leur réalisation ne doit en aucun cas faire retarder la mise en route de la mise en condition ni du traitement chirurgical. Et il faut savoir, et j'insiste, que depuis l'avènement du diagnostic anténatal, on peut actuellement anticiper justement cette prise en charge parce que le nouveau-né est attendu avec une malformation et donc les automatismes de prise en charge vont très vite être mis en place pour justement améliorer cette prise en charge et lui donner le meilleur pronostic possible.